À Ouagadougou, une réforme oblige les entreprises à s'ancrer, sinon à partir. En quelques mois, la rétention du capital augmente de 23%, tandis que plus de 3 milliards de dollars du secteur minier cessent de s'échapper. Un gain à l'échelle mondiale, mais décisif pour une économie sahélienne pauvre. Alors, si la valeur reste là où elle est produite, que signifie ce basculement pour celles et ceux qui observent l'Afrique se réinventer depuis que Ibrahim Traoré impose une présence sur le terrain? Peut-être le début d'un futur plus proche, fait de chantiers, de responsabilités visibles et de tensions à apprivoiser. Cette réforme place le Burkina Faso devant un enjeu majeur, transformer une obligation administrative en moteur économique durable. Pour les entreprises, l'exigence d'un siège local devient plus qu'une formalité. Elle redéfinit la manière de produire, de décider et d'assumer les responsabilités liées à un territoire longtemps traité comme simple zone d'extraction. Le bénéfice potentiel tient en une promesse concise: retenir la valeur pour financer infrastructures, formations et services essentiels. Cette perspective, si elle se confirme, pourrait modifier l'équilibre entre État, investisseurs et population. Pourtant, l'incertitude demeure forte. Les acteurs concernés devront démontrer que cette proximité imposée peut réellement stimuler la réactivité, améliorer la compréhension du terrain et atténuer les frictions historiques. Une attente demeure. Si les premiers gains mesurables annoncent une trajectoire plus stable, la capacité collective à maintenir l'effort décidera du véritable impact. Dans ce paysage en mutation, chaque décision prise localement devient un test pour l'ensemble du modèle. Sa réussite dépendra aussi de la cohérence institutionnelle, de la qualité du suivi public et de l'engagement durable des entreprises. En quelques mois, 2 chiffres bouleversent la lecture du modèle économique burkinabé. La rétention de capital progresse de 23% et plus de 3 milliards de dollars issus du secteur minier cessent de quitter le territoire. Cette bascule, modeste sur le papier mais massive dans ses effets, révèle un déplacement réel du centre de gravité économique. Elle marque surtout le moment où le pays commence à transformer une économie d'extraction en architecture ancrée, où la présence physique des décideurs devient un levier plutôt qu'une exception. Pendant des décennies, les ressources du Sahel, or minerais, pétrole, alimentaient des économies extérieures, tandis que la valeur locale se dissipait instantanément, aspirée vers des sièges lointains. Les entreprises se contentaient de bureaux symboliques, pilotant leurs opérations depuis l'étranger, sans immersion dans les réalités administratives ni dans les attentes communautaires. L'arrivée de la nouvelle loi inverse cette logique. Toute société dépassant le seuil de 5 milliards de FCFA doit établir son siège dans le pays, abandonnant ainsi une gestion distante qui masquait coûts réels, lenteur décisionnelle et méconnaissance du terrain. C'est dans cette scène que le rôle d'Ibrahim Traoré devient déterminant. En exigeant une participation concrète des multinationales, il introduit un principe longtemps marginalisé, la responsabilité directe de ceux qui tirent profit du territoire. La présence accrue des équipes dirigeantes accélère les décisions, réduit les retards opérationnels et expose davantage les entreprises aux enjeux locaux. Les premières infrastructures émergent, routes, bureaux, ateliers, et un écosystème périphérique commence à se densifier, des prestataires logistiques au commerce de proximité. Cette dynamique ne se limite pas au secteur minier. Elle recompose la structure même des interactions entre acteurs publics, investisseurs et communautés. Le déplacement du centre décisionnel vers Ouagadougou modifie les rapports de force, donne une visibilité institutionnelle nouvelle et rend plus difficile l'évitement des responsabilités. La question initiale trouve alors un début de réponse. En retenant la valeur là où elle est produite, le pays entame une trajectoire qui pourrait, si elle se consolide, rééquilibrer durablement son économie et redéfinir sa place régionale. Dans cette phase de transition, 2 scènes concrètes servent de point d'appui pour comprendre comment la présence décisionnelle modifie les gestes ordinaires. La première se joue dans les mines et sur les chantiers, où l'arrivée régulière d'équipes dirigeantes autrefois absentes transforme les routines. Les problèmes techniques sont résolus plus vite, les arbitrages se prennent sur place et les délais de validation diminuent nettement. Cette proximité impose aux entreprises une responsabilité quotidienne visible qui les oblige
à ajuster leurs pratiques, à renforcer la sécurité opérationnelle et à tenir compte des attentes immédiates des travailleurs. La seconde scène se déroule dans les services périphériques, où la stabilité des sièges crée un écosystème plus dense. Les ateliers s'installent, les prestataires se multiplient, et les emplois ne dépendent plus uniquement des cycles d'extraction. Cette densification, encore fragile, montre comment la permanence des acteurs économiques peut produire des bénéfices diffus mais tangibles pour des communautés longtemps reléguées aux marges des décisions. Ces deux cas, l'un industriel, l'autre territorial, mettent en lumière un impact précoce mais structurant. La réactivité gagne en intensité, la compréhension des réalités locales s'affine et l'économie cesse d'être pilotée depuis l'extérieur. Ce changement d'échelle révèle aussi un enjeu crucial, la capacité du pays à absorber et coordonner cet afflux de décisions sur place. Chaque ajustement, chaque retard, chaque avancée devient immédiatement perceptible, ce qui oblige institutions et entreprises à une discipline nouvelle. La portée de cette transformation se mesure alors dans une question simple mais décisive. Jusqu'où cette proximité peut-elle stabiliser un modèle encore en construction et comment garantir qu'elle serve durablement l'ensemble des acteurs concernés? Avant la loi, les groupes miniers administraient à distance, avec des décisions plus rapides que les réalités. Après l'annonce, le seuil est net. Au-delà de 5 milliards de FCFA, le siège doit être local, ou l'activité devient intenable. Tout démarre avec un déclenchement. Une déclaration publique, directe, installe une règle simple et vérifiable. Les directions juridiques se mettent en alerte. Puis les plans de conformité sortent des tiroirs. De leur côté, les filiales cherchent des adresses, des baux, des équipes. Enfin, les calendriers se resserrent, parce que l'exigence n'est plus négociable. Les premières réactions se lisent dans la logistique. Des flux de cadres arrivent, puis restent. Les procédures internes changent de langue, d'horaire, de circuit de signature. Les coûts montent, oui, pourtant les frictions anciennes changent de nature. Au lieu d'attendre une validation lointaine, on tranche sur place. Et chaque jour gagné devient un argument de stabilité. Est-ce une simple contrainte ou un signal stratégique? Dans les conseils d'administration, deux instincts s'affrontent. Certains menacent de se retirer, brandissant la flexibilité perdue. D'autres y voient une assurance opérationnelle, comprendre le terrain, réduire les malentendus, prévenir les blocages communautaires. À ce moment, Ouagadougou cesse d'être une étape administrative, la ville devient une table de décision. Ensuite, le récit atteint un point culminant. La réforme passe du texte au geste. Les contrats sont renégociés, les organigrammes se déplacent, des bureaux s'ouvrent pour accueillir dirigeants et équipes intermédiaires. Les réunions stratégiques se tiennent localement, plus fréquentes, plus exposées, donc plus coûteuses à ignorer. Ibrahim Traoré apparaît alors comme le nœud politique du basculement. Il transforme une contrainte en test de souveraineté et de crédibilité. Le mouvement produit aussi des arbitrages invisibles, des budgets de sécurité sont réévalués, des chaînes d'approvisionnement sont redessinées pour éviter les ruptures, des prestataires locaux gagnent des contrats, parce qu'ils répondent plus vite. La proximité réduit le flou, mais elle augmente la pression. L'effet domino se propage aux chantiers, routes en construction, bâtiments administratifs agrandis, réseaux électriques sollicités. Le rythme s'accélère et il révèle un goulet, la pénurie d'ingénieurs qualifiés. Un modèle peut retenir du capital et manquer de compétences. Derrière les coulisses, la gouvernance est mise à nu. Quand les décideurs sont présents, les retards se voient. Les écarts se documentent et les arbitrages laissent des traces. Les responsabilités se signent, mais les comptes se discutent. La promesse de rétention du capital prend une forme concrète. Choisir où investir, quoi prioriser, qui contrôle. Et la participation étatique annoncée, jusqu'à 45% dans certains projets, redessine la négociation. Les répliques arrivent vite. Pression sur l'énergie, embouteillage logistique, tension sur le logement et les services urbains. Les administrations doivent accélérer sans casser les règles. Les entreprises doivent s'implanter sans perdre leur rythme mondial. Ibrahim Traoré gagne en levier, mais il hérite d'un risque. Si l'exécution faiblit, l'effet de confiance se retourne. La ligne narrative devient claire, l'économie n'est plus seulement extractive, elle devient relationnelle. Tout se joue dans la continuité, pas dans l'annonce.
Si la règle survit au premier coup, elle reprogramme la façon dont la valeur circule et se négocie. Une question reste suspendue. Qui tiendra la cadence quand l'exception deviendra la norme ? Au départ, une ligne de base s'impose. Pendant des années, une part décisive de la valeur produite au Burkina Faso quittait le territoire presque immédiatement. La variation actuelle, plus 23% de rétention de capital, marque une rupture mesurable. Autrement dit, une portion plus importante circule à l'intérieur au lieu de s'échapper. D'abord, un chiffre se détache, 23% de rétention supplémentaire. Ce pourcentage n'annonce pas un miracle, il signale un déplacement de trajectoire. Il suggère que les flux liés au secteur extractif et aux services associés sont moins vite externalisés, donc plus disponibles pour l'économie domestique. Plus d'argent reste disponible pour planifier et payer des projets. L'effet attendu est budgétaire. Une marge de manœuvre apparaît et la programmation d'infrastructures dépend moins de décisions tardives. Le point sensible, en revanche, est la capacité d'exécution. Une marge nouvelle exige des circuits de dépenses, d'audit et de suivi plus robustes. Ensuite, un autre chiffre éclaire l'ampleur du levier. Plus de 3 milliards de dollars issus du secteur minier cessent de quitter le pays comme auparavant. Ce montant fonctionne comme un levier, pas comme un décor. Il pèse sur les arbitrages d'infrastructures, de formation et de services parce qu'il représente une masse qui conditionne ce que l'État peut lancer, suivre et achever. Ce flux stabilisé peut soutenir routes, énergie, formation, services publics. Mais un flux mieux tenu exige des priorités lisibles, des calendriers publics et des capacités administratives capables d'absorber un rythme plus dense sans perdre en cohérence. Enfin, un troisième repère change la gouvernance. Jusqu'à 45% de participation étatique dans chaque projet minier. Cette proportion transforme la gouvernance plus qu'elle n'augmente mécaniquement la richesse. Elle installe l'État au cœur des décisions. Normes, calendrier, supervision, exigences sociales et retombées territoriales. Elle renforce supervision, normes, négociation des retombées locales. Elle augmente aussi l'exposition. Si la gestion est faible, la faiblesse devient visible, imputable et donc politiquement coûteuse. Pris ensemble, ces indicateurs décrivent une mécanique en 3 temps. La rétention accrue crée une capacité potentielle d'investissement. La maîtrise plus directe des revenus stabilise la trajectoire financière, en réduisant la dépendance à des centres de décision lointains. La participation étatique rééquilibre le dialogue avec les entreprises, en rendant les arbitrages plus visibles, donc plus contestables. La question décisive n'est plus seulement combien reste, mais comment ce qui reste est converti en résultats concrets. C'est ici que la réforme devient un test d'exécution, souvent associé dans l'espace public à Ibrahim Traoré. Lorsque la décision se prend sur place, l'échec se voit sur place. Une route inachevée, un réseau électrique saturé, un chantier à l'arrêt, un centre de formation promis, mais vide. Inversement, une livraison tenue devient une preuve. La proximité raccourcit les boucles de correction, force la réponse et rend l'évitement plus coûteux. Le risque principal est la capacité d'absorption. Retenir davantage suppose de savoir suivre. Ingénierie, maintenance, contrôle, transparence. Le gain principal est la traçabilité. Des décisions localisées laissent des traces et les résultats peuvent être comparés dans le temps. Si ces 3 chiffres s'installent, la dynamique cesse d'être une annonce. Elle devient une discipline. Convertir la valeur retenue en bénéfice tangible pour la population. 2 lectures cohérentes s'affrontent autour de la réforme, chacune portée par une logique économique solide et par des acteurs qui observent attentivement le déplacement du centre décisionnel vers Ouagadougou. La première thèse défend l'idée que l'obligation de siège local constitue un instrument légitime pour récupérer une part plus juste de la valeur produite. Selon cette perspective, la présence physique réduit les écarts d'information, clarifie les responsabilités et oblige les entreprises à participer réellement à l'écosystème qu'elles exploitent. Les premiers effets, hausse de 23% de rétention de capital, maintien local de plus de 3 milliards de dollars issus du secteur minier, participation étatique pouvant atteindre 45%, servent ici de preuve. Une amélioration structurelle est possible sans casser les dynamiques d'investissement. Pour ses partisans, l'ancrage territorial apporte transparence, rapidité décisionnelle
et stabilisation progressive des services périphériques. La seconde thèse met en avant les risques. Pour ses défenseurs, la réforme pourrait accentuer la fuite de capitaux, décourager des groupes internationaux et fragiliser une économie déjà soumise à des tensions logistiques. Imposer une implantation locale augmente les coûts fixes, complique la mobilité des équipes de direction et exige une énergie disponible en continu. De plus, le pays souffre d'une pénurie d'ingénieurs et de techniciens capables d'absorber un afflux de nouveaux projets. Les sceptiques redoutent donc un modèle où la proximité forcée génère des pressions accrues sur les infrastructures, retardant les opérations au lieu de les accélérer. La réponse solide se situe entre ces deux pôles. Les données disponibles montrent que la réforme ne crée ni un miracle immédiat, ni une crise assurée. Certaines entreprises hésitent, réévaluent et ajustent leurs plans, mais d'autres renforcent clairement leur implantation, ouvrent des bureaux, intensifient leurs relations communautaires et stabilisent leurs opérations. Les infrastructures évoluent, les services périphériques gagnent en densité et les premiers bénéfices se manifestent de manière mesurable, même s'ils restent dépendants d'une capacité administrative qui doit encore se consolider. Ainsi, le débat ne porte pas sur une opposition simpliste entre réussite ou échec. Il décrit plutôt un terrain d'expérimentation où responsabilité, stabilité et ajustement structurel avancent simultanément, chacun testant la cohérence du modèle naissant. Un basculement silencieux s'installe déjà. Le point de bascule apparaît lorsqu'on cesse de lire la loi comme une contrainte et qu'on observe la transformation des comportements. Au départ, l'obligation de siège local est perçue comme un coût, une intrusion, une perte d'agilité. Puis une autre logique se dessine. La présence durable réduit les délais, limite les malentendus et rend la coordination quotidienne plus fluide. Les entreprises comprennent que la proximité peut aussi stabiliser leurs opérations parce qu'elle diminue la dépendance à des validations lointaines et rend les arbitrages plus rapides. Ce changement n'est pas seulement technique, il devient culturel. Ibrahim Traoré incarne ce pivot en imposant une idée simple. La décision ne doit plus flotter au-dessus du terrain, elle doit s'y confronter. La présence physique cesse alors d'être un symbole de contrainte et commence à ressembler à une condition de crédibilité. Les citoyens, eux, observent un signe concret. Une part de la valeur produite circule davantage à l'intérieur du pays, visible dans les chantiers, les ateliers et les services qui se stabilisent. Le révélateur central est donc la relation entre décision et réalité locale. Quand elle se rapproche, l'efficacité ne dépend plus seulement des flux financiers, mais de la capacité à tenir une discipline quotidienne et à rendre des comptes. Les effets de la réforme se lisent désormais dans les comportements quotidiens des acteurs, chacun absorbant différemment le recentrage décisionnel vers Ouagadougou, initié sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. L'impact n'est pas uniforme. Il s'étale en couches, parfois convergentes, parfois contradictoires, mais toujours révélatrices d'un modèle en recomposition. Pour l'État, l'augmentation de la rétention de capital, renforcée par plus de 3 milliards de dollars désormais pilotés localement, ouvre une marge de manœuvre inédite. Les projets d'infrastructure, longtemps annoncés puis gelés, trouvent des bases de financement plus stables. Routes, réseaux électriques et bâtiments administratifs entrent dans une dynamique d'expansion mesurable. Pourtant, cette nouvelle puissance reste fragile. Elle exige une administration capable de planifier, d'auditer et de suivre des chantiers plus nombreux. Chaque retard devient visible, chaque incohérence coûteuse. L'État doit ainsi apprendre à gouverner dans un cadre où la proximité rend les responsabilités impossibles à diluer. Pour les entreprises, l'obligation de siège local bouleverse la logique d'opération. Les multinationales perdent la flexibilité d'une gestion distante, mais gagnent en rapidité d'arbitrage et en compréhension du terrain. Certaines renforcent leur implantation, ajustant leur chaîne logistique et investissent dans des infrastructures pérennes. D'autres hésitent encore, jugeant la contrainte trop lourde face aux tensions énergétiques ou à la pénurie d'ingénieurs. Cette phase de recalibrage montre que la réforme n'impose pas une trajectoire unique. Elle expose les modèles fragiles et révèle ceux qui peuvent s'adapter en transformant la proximité en avantage opérationnel. Pour les citoyens, l'impact est concret et immédiat. L'arrivée durable de cadres, de prestataires et de nouveaux bureaux modifie le tissu social. Les commerces trouvent plus de stabilité, les services se densifient et la demande en compétences techniques augmente.
Les jeunes accèdent à des formations plus fréquentes et à des métiers auparavant inaccessibles. Toutefois, la distribution des bénéfices demeure inégale. Certaines régions profitent plus vite que d'autres, et la capacité du pays à diffuser les retombées constitue l'un des défis centraux. Une évolution majeure s'impose néanmoins. La valeur produite localement ne disparaît plus entièrement, un changement que beaucoup associent directement à la politique d'Ibrahim Traoré. Pour les voisins et les observateurs régionaux, la réforme agit comme un laboratoire stratégique. Le Burkina Faso teste un modèle où les multinationales doivent assumer une présence réelle et non plus symbolique. Si l'expérience réussit, elle pourrait inspirer d'autres pays du Sahel ou d'Afrique de l'Ouest à repenser leur rapport avec les acteurs extractifs. Si elle échoue, elle deviendra au contraire un argument contre tout rééquilibrage futur. Cette attention régionale confère à la réforme une portée géopolitique inattendue. Elle redéfinit la manière dont un pays pauvre peut tenter de reprendre une part de souveraineté économique. Ainsi, l'impact réel ne se limite pas à l'économie. Il transforme les rythmes, les attentes, les responsabilités et les équilibres, inscrivant le Burkina Faso dans une phase où chaque acteur doit apprendre à fonctionner dans un espace décisionnel plus proche, plus transparent et plus exigeant. 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent aucune certitude, elles décrivent des chemins conditionnels, dépendants de la capacité des institutions, des entreprises et des communautés à soutenir la proximité décisionnelle et à convertir la valeur retenue en résultats visibles. Si l'on imagine une trajectoire de base, si l'État maintient le rythme actuel des chantiers tout en renforçant progressivement ses capacités de suivi, la réforme continue de produire des effets tangibles sans accélération spectaculaire. Les entreprises s'adaptent par paliers. Certaines installent durablement leurs équipes, d'autres négocient des ajustements, mais la majorité recherche un équilibre entre obligations locales et contraintes globales. Les bénéfices se stabilisent, infrastructures en expansion, services périphériques plus denses, formation professionnelle plus régulière. Le risque principal reste la saturation administrative. Procédures lentes, maintenance inégale, audit intermittent. Si l'on imagine une trajectoire plus favorable, si l'énergie devient plus stable, si les routes et la logistique gagnent en fiabilité, alors l'obligation de présence se transforme en avantage opérationnel net. Les entreprises accélèrent leur implantation, ouvrent davantage de bureaux, structurent des partenariats éducatifs et créent un tissu de prestataires locaux plus robuste. La réactivité augmente, les frictions diminuent et la confiance se renforce parce que les décisions sont prises au plus près des réalités. Dans ce cas, le Burkina Faso peut devenir un précédent régional, un modèle où la présence réelle devient une norme de responsabilité plutôt qu'un coût à minimiser. La trajectoire se traduit par une multiplication d'investissements récurrents et par une montée en compétences plus rapide. Si l'on imagine une trajectoire plus tendue, si les tensions structurelles s'accentuent, pénurie de compétences, pression énergétique, lenteur administrative, certaines entreprises réduisent leurs plans ou se retirent. Les chantiers s'enlisent, les infrastructures sont sursollicitées et les bénéfices perçus par la population deviennent trop concentrés pour nourrir une adhésion durable. La réforme est alors interprétée comme un facteur d'instabilité, ce qui affaiblit sa crédibilité et réduit son pouvoir d'inspiration régional. Plutôt que de juger la réforme à partir d'un seul indicateur, il est plus robuste d'observer la cohérence du système. Si la proximité décisionnelle s'accompagne de calendriers publics, d'audits réguliers et de capacités de maintenance, alors la valeur retenue a plus de chances d'être convertie en progrès durable. Sinon, la rétention risque de rester un chiffre, sans traduction sociale stable. À l'échelle des vies ordinaires, la réforme ne se comprend pas seulement par des flux financiers, mais par les changements de rythme qu'elle impose. 3 groupes, en particulier, ressentent déjà des effets distincts, avec des attentes qui ne se recoupent pas toujours. D'abord, les travailleurs directement impliqués dans les mines, les chantiers et les services techniques. Pour eux, la présence plus régulière des décideurs modifie l'expérience du travail. Les problèmes sont traités plus vite, les arbitrages deviennent plus lisibles et la demande de compétences augmente. L'opportunité principale réside dans la continuité des formations et dans la stabilité des postes créés autour des infrastructures nouvelles. Leur inquiétude, souvent silencieuse, porte sur la durée.
Un cycle d'accélération peut retomber si les entreprises réduisent leur implantation. Ensuite, les familles et les communautés locales. L'installation de bureaux, de prestataires et d'équipes permanentes restructure le tissu social. Commerce plus stable, transport mieux organisé, services qui cessent d'être temporaires. Ce groupe observe surtout l'amélioration des infrastructures et l'apparition d'activités indirectes. Le risque ici est l'inégalité territoriale. Certaines zones captent les bénéfices plus rapidement, tandis que d'autres restent en marge. Enfin, les observateurs engagés, entrepreneurs, enseignants, journalistes, voient un laboratoire institutionnel. Leur attention se fixe sur la gouvernance. La valeur retenue est-elle convertie en projet traçable et les résultats sont-ils partageables publiquement? Deux suggestions simples peuvent renforcer la cohérence du vécu. Premièrement, instaurer des tableaux de suivi locaux accessibles permettant de mesurer l'avancement réel des chantiers et des formations. Deuxièmement, développer des partenariats éducatifs courts orientés vers des métiers précis afin que la montée en compétences suive le rythme imposé par la nouvelle proximité décisionnelle. Pour que la proximité décisionnelle devienne un cadre durable et non une parenthèse, une feuille de route opérationnelle doit transformer la valeur retenue en résultats mesurables. L'enjeu n'est pas d'ajouter des promesses, mais d'orchestrer des séquences simples, lisibles et évaluables. Dans l'espace public, cette exigence est souvent associée à la ligne politique d'Ibrahim Traoré. Rendre la responsabilité visible, donc contrôlable. D'abord, il faut renforcer les infrastructures essentielles trimestre par trimestre. L'État fixe un calendrier pour l'énergie, les routes et la logistique avec des priorités publiées. Les entreprises cofinancent certains segments en échange de standards de services plus stables. Les repères de mesure restent concrets. Disponibilité énergétique, délai de livraison, taux de maintenance, incidents logistiques. Ensuite, il faut structurer une formation professionnelle ciblée sur 6 à 9 mois. Les ministères concernés, avec les firmes implantées, ouvrent ou étendent des centres techniques orientés vers des métiers précis. Maintenance, supervision, sécurité industrielle, logistique. On mesure l'efficacité par le nombre de diplômés, le taux d'insertion à 6 ou 9 mois et l'évolution des postes locaux qualifiés. Puis, une gouvernance transparente devient indispensable. Un mécanisme d'audit périodique, publié, suit l'usage des fonds liés à la rétention de capital et aux revenus miniers. Des observateurs indépendants disposent d'un accès clair aux résultats. Les critères restent simples. Conformité budgétaire, respect des délais, qualité des livrables, écart et correction documentée. Après cela, une simplification administrative doit réduire la friction sans baisser les exigences. L'administration crée des procédures rapides et traçables pour autorisation, licence et inspection. On suit le temps moyen d'instruction, le taux de dossiers en retard et le volume d'investissement renouvelé. Enfin, la responsabilité locale doit être ancrée dans la pratique. Les sièges installés tiennent des réunions stratégiques sur place et formalisent des engagements communautaires. Les mesures sont directes. Fréquence des décisions prises localement, délai de réponse aux incidents, suivi des engagements. Ainsi, la réforme se juge moins à l'annonce qu'à la cadence d'exécution. Une proximité sans mesure devient un symbole. Une proximité mesurée devient une transformation. Au moment de refermer ce récit, l'image de départ revient, simple et concrète. Sur un chantier près des sites miniers, des travailleurs voient arriver non plus des visiteurs de passage, mais des équipes qui restent. Ce motif, déjà aperçu plus tôt, dit l'essentiel. La décision cesse d'être une rumeur lointaine et devient une présence quotidienne, avec ses exigences, ses comptes à rendre et ses arbitrages visibles. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un symbole figé, mais comme un point de bascule politique. En forçant l'ancrage des sièges, il oblige les acteurs économiques à partager le même espace de contrainte que les communautés.